Bonjour, merci. Merci aux organisateurs de ce colloque pour cette invitation à replonger dans ce qui a été mon travail de thèse il y a longtemps. Alors attendez, le dispositif n'est pas tout à fait... Il faut que je le remonte, c'est ça? Comme ça? Là, c'est mieux? Là, c'est bien. Voilà, donc merci à nouveau, les organisatrices. Bon, c'est parti, pardon. Donc, nous sommes à l'ère du soupçon. Et nous le savons bien. Alors, je ne vais pas vous parler de la crise des grands récits dans la littérature sur lequel revenait Nathalie Sarraute en 1950. Et quand elle revenait sur cette crise des grands récits et cet impératif à revenir sur des choses plus petites, plus intérieures, elle avait composé un ouvrage qu'elle avait appelé l'ère du soupçon. Donc je ne parle pas de l'ère du soupçon des années 50 et du nouveau roman, je ne vais pas vous parler non plus de deepfake, de complotisme, de scepticisme généralisé, quoique, ou de crise de l'information, mais je parle beaucoup plus prosaïquement de l'ère dans laquelle nous sommes, nous, acteurs, analystes, amateurs, citoyens, des politiques culturelles ou de la culture, donc l'ère des politiques culturelles dans laquelle nous sommes depuis la fin des années 80. En effet, depuis la fin des années 80, et notamment, ce n'est pas le seul événement, mais il a été important, la retentissante instrumentalisation des enquêtes sur les pratiques culturelles des Français fait par le département des études et de la prospective à l'époque du ministère de la Culture, donc instrumentalisation de ces résultats d'enquête à la fin des années 80 dans un procès fait au projet de démocratisation de la culture. Laurent Fleury dit que ce procès ou cette accusation était triple. C'était une accusation en inutilité, inanité et inefficacité. Donc je reviens pas là-dessus, mais depuis, disons, ce moment, il semble qu'il soit difficile de croire au projet de démocratisation de la culture. Cet idéal avait déjà été ce projet politique avait déjà été fortement remis en cause par les travaux de la sociologie critique des années 1960, qui avaient dénoncé, selon les mots de Jean-Claude Passeron, les dogmes d'un prosélytisme et l'ethnocentrisme de classe qui aurait présidé à ce qu'il appelait la première doctrine des maisons de la culture. Et aujourd'hui, à l'heure où la multiplication et l'hybridation des univers culturels, l'individualisation par écran des pratiques culturelles ont fortement entamé la hiérarchie des pratiques culturelles qui avaient tendance à placer en haut de l'échelle des valeurs sociales la fréquentation des institutions culturelles et les sorties dans les institutions culturelles, il semble que le projet de démocratisation de la culture soit l'objet de tous les soupçons. Si l'on ajoute à cela les perspectives sur lesquelles les plénières sont revenus, sur lesquelles les conférenciers des plénières sont revenus hier, c'est-à-dire les perspectives relativement sombres qui entourent le secteur de la médiation culturelle, l'arrivée de l'intelligence artificielle décrite par François et Nassim hier, le découragement, le burn-out, l'épuisement que décrivait très bien Camille Jutan hier dans l'un des ateliers. Si l'on embrasse même la perspective un peu punk, j'avais envie de dire ça de Serge Chaumier, la perspective un peu punk, vraiment façon nos futurs que décrivait Serge Chaumier hier, alors on peut se demander comment on peut être encore médiateur culturel aujourd'hui. Au fond, si la comparaison n'avait pas des résonances aussi tragiques aujourd'hui, je reprendrais bien le mot de Montesquieu. Mais j'ai du mal à citer les lettres persanes aujourd'hui à cause, évidemment, de la connotation dramatique et tragique de l'actualité de l'Iran. Mais c'est bien ce type de questions-là qu'on pourrait adresser aux médiateurs culturels. Comment peut-on être médiateur culturel à l'ère du soupçon ?
Donc, c'est l'une des questions qui m'a occupée quand j'ai fait ma thèse sur la médiation culturelle il y a une quinzaine d'années. C'était pas la seule, mais c'était l'une des questions. Et vous allez voir que c'était une question qui m'occupait parce que, précisément, elle m'est arrivée. Elle m'est arrivée sur le terrain en fréquentant les médiateurs culturels et en regardant ce qu'ils faisaient. Donc moi, je me suis intéressée il y a une quinzaine d'années à la construction de la médiation culturelle comme activité professionnelle. Donc je me suis demandé qui étaient les médiateurs culturels, ce qu'ils faisaient et pourquoi ils le faisaient. Aujourd'hui, je vais revenir sur cette question du pourquoi ou du sens. Je reviens simplement sur le fait, donc je reviens pas sur des questions de définition parce qu'elles ont beaucoup été évoquées hier et puis que ça prend du temps, juste pour vous dire que moi je me suis intéressée à plusieurs secteurs de la culture, avec évidemment des problématiques qui sont spécifiques, mais j'ai fait des enquêtes à la fois dans le secteur du cinéma. Perrine Boutin me disait tout à l'heure, on parle peut-être pas assez du cinéma dans un colloque sur la médiation culturelle. C'est vrai qu'il peut y avoir des questions là-dessus. Donc le cinéma, le spectacle vivant, le théâtre, la danse, les musées aussi, beaucoup moins le secteur du patrimoine autre que dans les musées, mais voilà, et la musique aussi, voilà, mon spectacle vivant, théâtre, danse, musée, art contemporain, musée, grands musées nationaux, et principalement en région parisienne. J'avais fait un peu plus d'une centaine d'entretiens à l'époque et j'avais suivi 25 dispositifs. J'ai essayé aussi, il faut juste que je précise, j'ai tenté d'actualiser mes enquêtes, puisqu'elles datent un peu de plusieurs manières, et notamment l'une des enquêtes que j'ai... l'une des façons d'actualiser ces enquêtes, ça a été de faire quelques entretiens avec des chargés de relations avec le public, avec Capucine Porphyre, qui fait une thèse passionnante, qui s'annonce déjà passionnante, sur la relation entre le projet des directeurs de CDN et l'activité des chargés de relations publiques. Donc, j'ai fait une thèse sur différents secteurs disciplinaires. Les questions de définition, les questions de sens de l'activité ne se posent pas exactement de la même façon selon les secteurs. Je vais essayer d'y revenir. Je vais passer un peu vite là-dessus. C'est toujours difficile d'équilibrer entre la prise en compte des secteurs, quand on embrasse des choses assez différentes. Moi, je faisais l'hypothèse que dans l'ensemble de ces secteurs, c'était des problématiques assez comparables quand même pour des raisons socio-historiques qui se passaient. Mais évidemment, il y a des spécificités selon les secteurs disciplinaires. Je vais peut-être parfois passer un petit peu vite là-dessus. Donc, j'ai appelé l'ensemble des discours sur le sens de la médiation culturelle, le sens que les médiateurs culturels donnaient à leur action. J'ai appelé l'ensemble de ces discours-là, l'ensemble de ces arguments, j'ai pris un terme rhétorique qui est celui de topique. Donc, je vais parfois dire la topique, c'est-à-dire l'ensemble des lieux communs, l'ensemble des arguments qui sont développés autour de cette activité, du sens de l'activité. Et cette topique, je l'ai assez rapidement qualifiée d'éthique en empruntant la définition de l'éthique. Il y en a plusieurs, c'est de grands débats en philosophie politique. J'ai pris la définition du dernier Foucault, du Foucault de l'usage des plaisirs, qui distingue la morale de l'éthique et qui parle de l'éthique pour désigner la manière dont un ensemble de valeurs, de pratiques, d'expériences, de réflexions viennent travailler le rapport à soi et aux autres. Donc l'éthique, c'est une morale orientée, travaillée vers le rapport à soi. Donc dans cette perspective, l'éthique, c'est une forme de subjectivation morale, une pratique de soi orientée vers le rapport à soi qui permet à l'individu de se constituer comme sujet d'une conduite morale. Alors, cette topique, cet ensemble d'arguments sur le sens de l'activité, elle se situe à l'intersection, elle intéresse la construction de l'activité professionnelle pour trois raisons, où elle se situe à trois endroits à mon sens. Elle concerne à la fois le processus de légitimation de l'activité, parce que l'activité devient socialement utile dans cette acception. Elle intéresse la grammaire de l'activité, c'est-à-dire ce que font les médiateurs culturels dans cette perspective, dans cette idée de donner du sens à l'activité, et elle intéresse aussi directement la manière dont les médiateurs adhèrent à l'activité, s'engagent dans leur activité professionnelle. Ça leur permet de croire
en leur action. Donc, je vais tâcher de revenir sur l'ensemble de ces dimensions et tâcher d'en tirer une conclusion un peu générale que j'ai appelée dans le résumé en disant, au fond, si je devais résumer tout ça, l'idée, ça serait de montrer comment les médiateurs culturels font quelque chose autour de l'idée que la médiation culturelle, c'est plus que de la médiation culturelle. Alors, je vous propose deux moments d'interrogation. La première, c'est revenir sur la manière dont les médiateurs culturels et la raison pour lesquelles les médiateurs culturels ont tendance à justifier leur action du côté de l'éthique. Donc, cette idée que la médiation, c'est plus que la médiation. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais revenir sur la manière dont cette dimension générale, c'est-à-dire la manière dont la construction de la médiation culturelle comme activité éthique intéresse directement la définition de l'activité professionnelle et son organisation. Donc, dans un premier temps, c'est plutôt des questions d'identité professionnelle. Dans un second temps, plutôt des questions de construction de l'activité pratique. Donc, premier moment. Revenons sur la prévalence. Je vais me rapprocher. Est-ce que si je déplace l'ordinateur, ça risque de faire... Je peux le déplacer un peu? Ouais, ok, merci. Ou alors je peux déplacer le micro. Voilà. Je vais revenir sur la prévalence de la topique éthique. Donc, ce qui était intéressant, donc je vous disais, si je me suis intéressée à la question du sens de l'activité, c'est parce qu'en fait, elle m'est arrivée. Donc, j'ai mis là quelques extraits de citations, je vais en reprendre certaines, vous le connaissez peut-être, c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment, quand on interroge des chargés de relations publiques, des médiateurs culturels, etc., il y a toujours un moment, différemment, encore une fois, hein, selon les positions, selon l'expérience, etc., selon les secteurs disciplinaires, il y a toujours un moment où l'activité est qualifiée en termes éthiques, c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où le discours sur le métier et sur l'activité professionnelle est travaillé par l'interrogation du sens qu'a l'activité. Et c'est pas le cas, évidemment, dans tous les métiers. Donc, vous voyez, on a toujours l'idée que dans une salle, un enfant va être marqué. J'ai la chance d'avoir un métier qui a du sens. Bon, je passe un peu vite sur les citations. Et donc, je vous disais, selon les secteurs, selon l'expérience, des manières différentes de travailler l'activité. Donc, ce que je vous propose, moi, j'ai pas l'habitude de faire des schémas. Donc là, je tente quelque chose. C'est une petite expérimentation. C'est le schéma est schématique. C'est 4 idéaux typiques pour. Ça ne sature pas du tout. Ça n'a pas vocation à décrire l'ensemble du champ de la médiation. Simplement, c'est pour donner une idée de pôle d'organisation du rapport des médiateurs culturels au sens qu'ils donnent à leur activité. Je vais revenir sur chacun des pôles. J'ai mis en haut ce qui était du côté de l'éthique plus, c'est-à-dire une manière de donner à l'activité un sens qui dépasse largement celui de la culture. En bas, c'est un petit peu moins fort. Et du côté à droite, pardon, je vais peut-être utiliser... Vous voyez la flèche ou pas? Ouais, vous voyez la flèche. De ce côté-là, c'est le pôle art, contenu artistique qui est un peu plus fort, et de l'autre, qui l'est un petit peu moins. Les critiques adressées par la sociologie des années 60, et notamment ce que Jean-Claude Passeron nommait l'idéologie militante, elles sont de ce côté-là, c'est-à-dire cette figure du médiateur militant, ou parfois, je l'ai rencontré aussi, parfois c'est plutôt les bonnes œuvres de la culture, c'est-à-dire le militant qui a tendance à s'engager à la fois à titre politique et citoyen dans la médiation culturelle, et qui considère qu'il y a une raison, une victoire finale de la cause, dit Passeron, qui dépasse la médiation culturelle. Il est de ce côté-là. Ce
qui moi m'a semblé, ce qui m'a frappé sur le terrain, c'est qu'au fond, ces analyses-là, ces analyses des années 60, elles me semblent assez datées, c'est-à-dire que ce modèle-là, il est vraiment en perte de vitesse, il est peut-être encore plus aujourd'hui qu'il y a une quinzaine d'années. Donc, il tend on peut encore faire cette critique-là à certains médiateurs culturels, mais on l'a de moins en moins, me semble-t-il. Et il tend à alimenter plutôt des figures de médiateurs culturels que j'ai placés donc ici, là, donc l'enseignant prudent ou l'agnostique à la recherche de la grâce, sur lequel je vais revenir tout de suite. En bas, j'ai mis le responsable des ventes ou le chargé de marketing. Ça, c'est la figure du médiateur, du chargé de relations publiques, par exemple dans le spectacle vivant, qui est en charge des opérations dites quantitatives, et on le trouve encore, et c'est cette distinction-là entre, disons, la médiation culturelle se retrouvait de ce côté-là et des activités de marketing, en fait, de vente ont eu tendance à se distinguer, et donc à la médiation culturelle ne reviendrait que le qualitatif, mais on trouve encore des passages, et on l'a eu encore il y a très peu de temps dans un entretien qu'on faisait avec une ancienne chargée de relations publiques avec Capucine Porphyre, qui disait au fond le travail des médiateurs c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est de vendre des spectacles, et c'est d'abord ça, et c'est surtout de faire du nombre. Je reviendrai après sur la tension entre ces deux activités. Du côté en bas, ce que j'ai appelé le créateur athée ou l'amateur d'art, c'est celui qui trouve du sens plutôt du côté de la proximité à l'œuvre et à l'offre artistique, et qui est dans des formes, et ça a été beaucoup évoqué aussi hier, dans des formes de création dans la médiation, soit dans la proximité aux artistes, à l'œuvre, soit dans la création dans une dimension esthétique ou créative de la médiation culturelle. Donc le plus gros, moi ce qui m'est apparu sur le terrain, c'est qu'en fait le plus gros des médiateurs culturels, et c'est là-dessus que je vais la majorité des médiateurs culturels se situe dans ce secteur-là, c'est-à-dire l'agnostique à l'ère du soupçon. Aujourd'hui, les médiateurs culturels sont dans des formes de prudence face à l'incertitude sur les finalités de l'action et sur les possibilités de prouver que l'action est efficace, utile, et on va voir de quelle manière. Ce qui m'a frappé aussi sur le terrain, c'est comment c'est la prégnance de cette topique, de l'ensemble de ces arguments éthiques, et c'est aussi la façon dont ça travaille les trajectoires des médiateurs, médiatrices culturelles au fur et à mesure de la carrière. Marion de Monteil le disait aussi, j'ai ce sentiment-là aussi. On a beaucoup dit que c'était des métiers vocationnels. C'est vrai, mais c'est parfois, disons, le début de la vocation se fait du côté de l'offre artistique, et en fait, avec l'expérience, avec l'entrée dans la carrière, avec l'entrée dans les institutions et avec le cadre normatif que proposent les institutions, on voit qu'il y a comme un devenir éthique du discours sur la médiation culturelle. C'est-à-dire que la question du sens, elle travaille de plus en plus le discours que les médiateurs culturels tiennent sur leur pratique et leur métier. Plus ils avancent dans la carrière, plus au fond cette question apparaît pour différentes raisons. Je vais y revenir. Et j'avais notamment l'idée de parler d'un l'un des entretiens de la trajectoire de l'une des chargés de relations publiques qu'on a rencontrés il y a peu de temps, qui n'avait pas une vocation pour la médiation culturelle au départ, qui voulait être prof, puis qui a voulu être comédienne, et puis face à un double échec là-dessus, un peu par hasard, elle a découvert le travail de l'action culturelle, et puis elle est rentrée dans un théâtre, le théâtre était important pour elle, et au fond, elle qualifie tout de suite son travail dans le théâtre de social, en disant que c'est vraiment là qu'il y a du sens. Et on voit très bien, elle, dans sa trajectoire et dans son discours, comment, encore une fois, la question du sens est arrivée après. C'est pas ça qui engage l'entrée dans l'activité, mais elle est venue travailler son devenir médiatrice, son devenir chargée de relations publiques au fur et à mesure de son installation dans le métier. 3 hypothèses ou 3 propositions d'explication de cette raison. Donc, pourquoi cette prégnance éthique? Pourquoi ce devenir
éthique des discours sur l'identité professionnelle. Le premier, et je vais passer très vite là-dessus, la première raison, non, peut-être que celle-ci est plus importante, c'est une hypothèse organisationnelle. La deuxième, c'est une hypothèse socio-historique ou historique. Et la troisième, c'est une hypothèse qui est liée à la sociologie critique, mais encore une fois, celle-ci, elle me paraît moins forte, moins importante. La première, c'est l'hypothèse organisationnelle, et ça, je trouve que l'exemple de cette médiatrice était un bon exemple de ce processus, c'est-à-dire qu'on sait très bien que ce sont des positions qui sont, enfin des métiers qui sont, ça a été dit, ça a été rappelé hier aussi, puis tout à l'heure Marion le rappelait, donc à la fois féminisées, féminines, subalternes, et puis face publique, et les deux processus évidemment vont ensemble. On avait cette chargée de relations publiques qui disait c'est bizarre, on est considéré, on n'est pas considéré. On a notre directeur du théâtre qui dit nous, les chargés de relations publiques, vous êtes la peau du théâtre. Et elle dit mais au fond c'est épuisant d'être la peau du théâtre, et en même temps quand on est la peau du théâtre, on est les premiers à disparaître. On est aussi les plus exposés et les plus fragiles. C'est-à-dire on est les plus face au public, et on sait très bien dans le travail social qu'il y a un lien entre la valorisation du métier et le fait d'être au contact du public. Et donc ce double positionnement, c'est-à-dire à la fois le social, ce que la chargée de relations publiques appelait le social, le côté face public, la dimension subalterne des positions de médiateurs culturels, alimente chez les médiateurs à la fois un désir de légitimation vis-à-vis de la position subalterne, et des pratiques extrêmement réflexives qui tendent les discours, qui tirent les discours et les réflexions du côté d'une réflexion sur l'éthique. Beaucoup plus vite, je passe beaucoup plus vite là-dessus parce que je crois que c'est davantage connu peut-être, et puis que ça mériterait peut-être plus de temps. C'est au fond, si les médiateurs culturels sont travaillés par cette question éthique, c'est un héritage historique. C'est aussi parce que en France, les politiques culturelles ont été justifiées depuis qu'on commence à réfléchir à l'idée d'une intervention publique dans la culture, donc depuis à peu près la fin du XVIIIe siècle, par l'idée que la culture, c'est un peu plus que la culture, que les pratiques culturelles, notamment la sortie au théâtre, mais pas seulement, la littérature au XIXe siècle, le théâtre, entretiennent une manière d'exercer des fonctions civiques, citoyennes, politiques, et d'une manière générale, l'idée que la fréquentation des institutions culturelles, des œuvres, ajoute à nos existences. Il y a une dimension extrêmement normative, mais on est tous pris dans ces cadres de représentation. Ils sont particulièrement forts dans les institutions culturelles, et les médiateurs culturels sont les héritiers de ce projet qui a été évidemment reconfiguré. Selon moi, il y a 3 types de critiques qui ont été adressées à la démocratisation de la culture, dont les médiateurs culturels sont les héritiers, c'est-à-dire qu'ils sont les héritiers d'un projet reconfiguré, mais je vais pas m'arrêter là-dessus. On peut peut-être juste s'arrêter sur l'idée que après cette reconfiguration du projet de démocratisation de la culture, les médiateurs, les acteurs culturels sont renvoyés à une forme d'agnosticisme sur la possibilité de réaliser le projet de démocratisation de la culture. Le troisième ensemble d'hypothèses sur la raison pour laquelle la topique éthique est si forte, ça serait celle qui serait tirée de la sociologie critique et qui tendrait à dire, au fond, les médiateurs culturels sont des militants, et les militants, comme dit Passeron, ils sont pris dans cette idéologie un peu trompeuse, c'est-à-dire qu'ils tendent à projeter sur les populations auxquelles ils s'adressent leur propre propriété sociale. Moi, encore une fois, sur le terrain, je trouve que c'est assez peu vrai. On peut trouver encore des figures, des médiateurs qui ressortissent, et puis des pratiques qui ressortissent à ce type d'idéal, mais moi, il me semble que c'est assez rare et en perte de vitesse. Deuxième ensemble de réflexions sur lequel je vais passer vite pour qu'il y ait du temps pour la discussion, c'est la manière dont les médiateurs culturels construisent leur activité professionnelle comme une activité éthique. C'est-à-dire, une fois qu'ils sont renvoyés à cette forme d'agnosticisme, que font-ils dans l'activité ?
je vais inverser en fait l'ordre un des ordres de la réflexion, parce que je pense que c'est important. C'est important à cet endroit-là, une fois qu'on est confronté à l'agnosticisme, de revenir sur la manière dont les médiateurs culturels, du coup, vérifient ou pas, une fois qu'on ne sait pas, en fait. On ne sait pas ce que l'on peut faire de la démocratisation de la culture. Qu'est-ce que les médiateurs culturels font de cette incertitude? Et en fait, ce que l'on voit, c'est que l'épreuve de réalité, c'est-à-dire la manière dont on teste en fait ce que l'activité fait, les épreuves de réalité ont été reconfigurées autour de 2 ou 3 positions. La première, c'est le repli sur le petit nombre. Donc c'est la prégnance dans les discours des médiateurs culturels sur ce qu'ils font, sur le sens que ça a, en disant mais nous, de toute façon, on peut pas démocratiser la culture, on peut pas faire des choses sur du grand nombre, on peut pas œuvrer à ce grand projet à l'heure du soupçon. Par contre, on travaille sur des petites choses. Et c'est souvent sujet à débat. Encore une fois, il y avait une ancienne chargée de relations publiques qui disait c'est pas possible en fait, ces discours sur on ne peut moi je m'adresse à 1 ou 2 personnes, si je change la vie d'1 ou 2 personnes dans une année, je suis content. Et elle, qui était du côté du pôle un peu responsable marketing, force de frappe, elle disait c'est pas possible de fonctionner comme ça. Et donc elle déplorait, et ce qui était intéressant, c'est qu'elle avait été RP dans les années 80 et 90, elle déplorait en fait ce processus historique de repli sur le petit nombre. Parce que ça, c'est quand même un discours qui est très prégnant, c'est-à-dire cette idée, si on ne peut pas travailler sur les grands, on se replie sur le petit nombre et sur l'idée d'une transformation profonde, donc quand même une forme de conversion, une transformation profonde d'un petit nombre d'individus. La deuxième figure de l'épreuve de réalité, et c'est sans doute une topique là que vous connaissez bien, c'est l'étoile dans les yeux, l'étincelle. Une chargée de relations publiques me disait quand ça pétille, et parfois ça pétille jusqu'à l'EHPAD, disait-elle. Je vous ai mis quelques extraits de citations, mais c'est au fond des choses que vous connaissez bien, parce que tout le monde, enfin je crois dans tous les secteurs on l'entend, parce que ça traverse. Et ça me paraît vraiment intéressant, à la fois à quel point c'est partagé dans tous les secteurs de la médiation culturelle, cette idée qu'il y a des moments où il se passe quelque chose. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est à la fois partagé, mais que c'est à la fois peu explicité, c'est peu dit, c'est à la fois c'est une évidence qui est au fond à la fois très ressentie, qui a l'air d'être très motrice en fait dans les manières dont les médiateurs culturels travaillent la question du sens de l'activité, mais au fond elle est évidemment pas, elle est purement subjective, hein, elle est liée aux choses qu'on sent. On sent qu'il se passe quelque chose, on voit des étoiles dans les yeux, et elle renvoie, je trouve, à des questions, on l'a un petit peu dit hier, mais moi je trouve qu'on manque de comparaison entre ce que font les médiateurs culturels et ce que font les enseignants. Et je cherchais un peu des travaux, et au fond, dans le travail pédagogique, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire cette idée, enfin il y a très peu de travaux aussi sur l'étincelle, les étoiles dans les yeux des élèves au moment où il y aurait une transmission qui serait efficace. Donc j'ai appelé ça la grâce des agnostiques. Donc je disais médiateur culturel ou nous, dans le secteur des politiques culturelles, on est renvoyé à une forme d'agnosticisme du projet de démocratisation de la culture, et pourtant l'étincelle, c'est un peu un retour de la grâce, donc une citation de Louis Marin qui parlait là-dessus, qui revient là-dessus, sur ce que seraient ces moments de grâce là, d'étincelle au cœur de l'action de médiation. Et je trouvais intéressant d'avoir un travail à nouveau, enfin une manière dont une forme de verticalité là, de transcendance autour de la grâce revenait dans cet agnosticisme et ce scepticisme généralisé. Troisième manière de reconfigurer en fait dans cette ère du soupçon l'épreuve de réalité, les médiateurs culturels adoptent une forme de prudence et reviennent
font le pari du dispositif ou de l'action. C'est-à-dire que, j'ai appelé ça la prudence de l'enseignant, c'est-à-dire on ne sait pas vraiment ce que ça va changer, mais on fait le pari que le dispositif, l'action, le fait de mettre en place certaines choses sont eux-mêmes porteurs potentiellement de transformation. Et ça permet de comprendre comment ils développent un discours et ils développent un discours sur l'activité et ils mettent en place des formes de l'activité qui s'inscrivent dans cette réflexion éthique. Donc, comment les médiateurs culturels construisent concrètement l'activité professionnelle comme une construction éthique. Donc, je reviens très vite là-dessus parce que je passe très vite là-dessus parce que le temps passe. Donc, peut-être 2 éléments là-dessus. C'est d'une part, il y a une forme de transitivité, c'est-à-dire une manière de qualifier l'offre artistique qui revient à la médiation culturelle, et d'autre part, une manière de qualifier l'acte même de médiation comme une activité éthique. Ça va être plus clair quand je vais prendre des exemples très rapidement. Sur l'éthique par transitivité, c'est d'une part le soupçon d'autre chose, les médiateurs de l'ouverture, la médiation culturelle comme ouverture des possibles, et d'autre part, les médiateurs culturels du pas de côté et de la critique artiste. Les médiateurs de l'ouverture des possibles, ça aussi c'est des discours que vous connaissez, mais c'est souvent voilà, on veut pas convertir, on veut pas faire des spectateurs d'opéra, des spectateurs de théâtre, mais ce qu'on veut c'est ouvrir le champ des possibles, que ce soit possible pour eux de revenir un jour au théâtre, à l'opéra, et surtout que le fait même d'ouvrir cette possibilité ouvre plus largement des possibilités pour eux dans leur trajectoire sociale, leur manière de se représenter le monde. Ça m'est apparu assez récemment, au fond, que cette idée d'ouvrir les possibles résonnait très précisément avec ce qui s'élabore aussi à la fin des années 40 et des années 50, dans une forme d'idéal humaniste qu'on retrouve, ou d'une critique peut-être qu'on retrouve dans l'œuvre de Camus, et notamment au début de La Peste. Camus, quand il raconte ce qu'il se passe dans cette petite ville où qui va être dévorée par la peste, et on sait bien que c'est une critique politique, il dit, au fond, dans cette ville, les gens n'ont pas le soupçon d'autre chose. Ce qui change, ce qui distingue cette petite ville où tout va se passer, et on sait bien la critique politique qui est derrière, c'est qu'ils n'ont pas le soupçon d'autre chose. C'est pas un hasard, à mon avis, si cet idéal-là s'élabore au moment où s'invente aussi quelque chose, s'institutionnalise aussi quelque chose du projet de démocratisation de la culture au début des années 50. L'autre manière de qualifier l'offre artistique par transitivité, c'est l'idée que la fréquentation des équipements culturels, des expériences esthétiques, etc., est en lui-même porteur d'une critique artiste adressée au néolibéralisme. Donc c'est l'idée que quand on fait de la médiation culturelle, on fait faire un pas de côté aux individus auxquels on s'adresse, et un pas de côté qui les distingue, qui les sépare et qui permet d'ouvrir autre chose par rapport aux dispositifs, encore une fois, néolibéraux dans lesquels on est tous pris. Je passe vite. L'acte éthique de la médiation, c'est cette idée-là que ce n'est pas l'offre, en fait, mais le fait de travailler autour des œuvres et des objets culturels qui permet de transformer quelque chose du rapport au monde et à soi des individus, des élèves à qui on s'adresse. Soit par le renouvellement du rapport à la vérité autour d'une médiation qui dévoile, qui interroge, qui pousse à l'interprétation, soit par l'accompagnement du jugement de goût et l'instauration du monde commun de la culture. Alors, je passe très très vite là-dessus. Ça mériterait des développements un peu plus longs, mais c'est pas l'objet aujourd'hui.
Je m'arrête juste peut-être un peu plus sur celle-ci. Je passe pas trop vite sur celle-ci parce qu'elle est vraiment importante. Elle me paraît vraiment plus centrale que d'autres. Et elle ressortit à tous ces arguments qui sont héritiers, là aussi, de la philosophie, des philosophes des Lumières, du XVIIIe siècle, de Kant, repris par Arendt, peut-être relu aussi par Étienne Tassin, sur cette idée, et c'est vraiment central dans la légitimation, la justification des politiques culturelles en France, et les médiateurs culturels ressortissent de cela, cette idée que le travail sur le jugement de goût, le travail sur la manière dont on se positionne face à des œuvres partagées instaure à la fois un espace commun de délibération, que c'est un exercice de la raison qui est évidemment une propédeutique à la vie citoyenne, mais aussi tout simplement la construction d'un espace commun politique dans lequel chacun apparaît, les individus apparaissent comme sujet. Donc, pour aller assez vite, pour finir, assez rapidement, parce que j'ai été à la fois trop rapide et trop longue. Donc, je vous ai proposé un parcours, encore une fois assez rapide, sur les différentes dimensions axiologiques, c'est-à-dire en valeur d'engagement dans l'activité. J'ai ignoré en fait 2 autres dimensions qui sont importantes, sur lesquelles je suis passée assez vite. Donc, la dimension esthétique, qui est aussi une dimension axiologique d'engagement de l'activité, c'est-à-dire la manière dont la proximité des œuvres ou la dimension créatrice donne du sens à l'activité. Et je suis passée très vite aussi sur la question du rapport aux autres, la place dans l'organisation, l'éthique du travail, la façon dont on travaille, qui est aussi des choses qui sont vraiment travaillées et qui sont évidemment centrales, et là c'est assez classique en sociologie du travail, qui sont assez centrales dans la manière dont les médiateurs culturels donnent du sens ou trouvent du sens dans leur activité. Je m'arrête simplement sur cette dernière dimension, le plaisir lié à l'engagement dans la lutte, parce qu'il me semble qu'elle est la plus utile pour nous, au-delà de la médiation culturelle. Je disais la médiation culturelle, c'est plus que la médiation, mais là aussi, peut-être, cette dernière proposition, c'est un peu plus qu'une réflexion sur la médiation culturelle, c'est aussi une réflexion sur les temps politiques extrêmement troublés que on traverse. Dans Bonheur privé, action publique, Albert Hirschman revient sur précisément ces questions de rapport aux finalités de l'action publique, sur les manières dont on peut inscrire une action politique dans une forme de réalisation ou non. Et il cite Pascal. Et il dit, dans Pascal, il y a cette idée, à un moment, Pascal dit, au fond, l'espérance que les chrétiens ont de posséder un bien infini est déjà quelque chose. Ils espèrent la sainteté et ils en ont quelque chose. Et Albert Hirschman revient sur cette forme d'espérance du salut, en disant au fond, quand on s'engage dans l'arène publique, quand on s'engage dans un combat, sans savoir ce que cela va donner, et peut-être même en sachant que la lutte, le combat ne sera pas gagné, on en a déjà quelque chose. Il y a un plaisir à s'engager dans l'action, indépendamment de la réussite de ce que Passeron appelait la victoire finale de la cause, quels que soient les changements réels que je pourrais apporter dans l'état du monde. Et il me semble qu'il y a que ça dit bien quelque chose, une forme de morale. Je parlais d'éthique et là je reviens à une morale, une forme de morale qui travaille encore une fois l'activité des médiateurs culturels, qui permet de donner du sens à l'activité, qui est peu dite, peu travaillée, peu explicite, mais qui l'est, je crois, de plus en plus, encore une fois, dans les temps troublés, face à des perspectives extrêmement sombres qui ont été décrites hier. Au fond, il y a ce plaisir, ce sens donné à l'activité dans le combat même, quels que soient, encore une fois, les résultats finaux de l'action. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Peut-être on peut prendre une question pour pas trop manger sur la pause. Oui, madame. Merci Nathalie pour cet exposé. Moi, j'ai en fait juste une observation, mais aussi une question. Ce serait peut-être la différence entre l'envie des jeunes, des étudiants notamment, qu'on peut former,
qui ne sont pas encore dans la catégorie que tu as identifiée, d'une forme de désengagement, mais au contraire qui sont pleins d'appétence, mais pas par rapport à une ambition de démocratisation, mais par une ambition de partage horizontal, où la question en fait des droits culturels est presque incorporée d'ores et déjà, dès lors qu'on les a en formation en fait. Et donc la question de cette référence à cette crise de la démocratisation, cette perte de l'idéal de la démocratisation, finalement, est pour eux d'ores et déjà dépassée. Donc j'ai le sentiment après qu'ils se confrontent à une réalité qui est une réalité effectivement qu'on voyait hier, d'institutions qui sont encore sur des modèles finalement hérités de ces politiques de la culture, et que c'est à ce moment-là en fait que la crise de sens s'accentue, ou du moins émerge, et brise assez rapidement leurs désirs, leurs envies, et que quand on les retrouve quelques années après, ils sont extrêmement critiques par rapport en fait au cadre qu'on leur offre pour développer ces appétences qu'ils avaient quand on les a eues en formation, quoi. Voilà. Moi, ce que j'observe, c'est cette épreuve de la réalité, mais qui est aussi une confrontation avec des modèles pour lesquels ils n'ont pas forcément d'appétence, justement. Voilà. Donc c'est aussi une question par rapport aux entretiens que tu as pu mener, de voir aussi ça sur des questions d'entrée, justement, dans le parcours professionnel, et de confrontation à d'autres, à un système hérité. Voilà. Oui, non, je pense que ta remarque est très juste. Encore une fois, je suis passée vraiment très vite, donc j'ai dessiné à grands traits. Je suis passée très vite, j'ai parfois dit projet de démocratisation de la culture, alors que c'est pas vraiment ça. C'est le projet plus général des politiques culturelles de rapport avec le public qui a été reconfiguré. Donc je suis passée très vite à un moment aussi sur cette slide, mais dans cette triple critique qui est adressée à ce projet-là, historiquement daté, une grande critique, c'est celle de la démocratie culturelle ou celle des droits culturels. Et donc, des deux côtés, c'est-à-dire, je pense que c'est très juste ce que tu décris, et j'ai été trop vite, ça mériterait presque c'est-à-dire à la fois les institutions culturelles sont elles porteuses et différemment selon les lieux, les organisations, les disciplines, etc. d'un projet qui a été reconfiguré. Donc encore une fois, j'allais trop vite en disant démocratisation de la culture. C'est un projet de rapport avec le public qui a été retravaillé, peut-être pas du tout de la même façon. Il a été retravaillé par la critique de la démocratie culturelle, des droits culturels, mais il est sans doute pas à la hauteur des attentes parfois de certains étudiants. Et donc là, moi, j'ai pas vraiment de. Je voyais Capucine qui acquiesçait. Peut-être que Capucine Porphyre a plus de matériaux sur ce terrain. Je partagerai ton hypothèse. Moi, je l'ai pas vue, ni chez mes étudiants, mais je pense que ça. Enfin, j'ai pas d'exemple concret encore une fois en tête, mais je pense que ça doit arriver. Donc. Projet reconfiguré dans les institutions culturelles, une demande assez forte de la part des jeunes entrants, disons, dans la carrière, qui est quand même aussi là, il faudrait distinguer, c'est-à-dire ce que tu décris sur l'envie du partage horizontal. Moi, ce que je vois plutôt, et là, c'est plutôt assez intuitif à partir du regard qu'on peut avoir sur nos étudiants dans nos formations à la culture. Et là, je partage ce que disait Marion tout à l'heure. En fait, il y a souvent une grande appétence pour la culture sans vraiment savoir de quel projet on va être porteur après, sans même savoir si on va occuper une place du côté des publics au moment où on entre dans la carrière. C'est pour ça que le travail, en fait, le projet politique et le curseur en termes de démocratie, démocratisation, conversion, etc., il s'établit au fur et à mesure de l'entrée dans la carrière et des premiers stages. Donc, moi, je vois souvent des projets de la part des étudiants, des attentes, mais qui sont pas encore complètement formalisées, en fait. Et ça se travaille au fur et à mesure de l'entrée dans la carrière. Merci beaucoup. Vous pouvez poursuivre les échanges pendant la pause et on se retrouve au rez-de-chaussée à 11h30 pour les ateliers en session parallèle. Merci. Merci Nathalie.